Merci à vous et bonsoir à tous. On va plonger rapidement dans le sujet. L'idée, c'est l'économie bleue, l'économie de la mer, comment on la développe, comment on la transforme, quelles sont les options qu'on prend. Pour ça, donc, cette personne à mes côtés, s'il vous plaît, monsieur le sous-préfet, Jean-Marc Bassager. Vous allez vous asseoir, oui, prendre chacun. Monsieur le directeur du parc marin, Hervé Magna, qui n'est pas encore arrivé, donc il ne saurait tarder à arriver. Guy Esclopé, le conseiller donc régional. Vincent Laudet, on l'a déjà présenté, vous le connaissez tous, le directeur du laboratoire AGO. Laurent Jam, qui est le directeur de la valorisation de l'Institut national des sciences de l'univers. Alexandre Bosco-Oliva, qui est, lui, le commissaire général du Monde Nouveau, qui est un salon qu'a monté le groupe La Dépêche Midi Libre l'Indépendant à Perpignan et qui va donc nous expliquer, lui aussi, quel peut être le rôle de ce salon. Monsieur le sous-préfet, je commence avec vous. Pour vous, c'est quoi prenez un micro s'il vous plaît. C'est quoi l'économie de la mer et surtout, qu'est-ce que l'on peut faire concrètement pour développer celle-ci, la moderniser, lui donner un petit peu plus d'éthique? Bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, vous me permettrez de saluer l'initiative qui nous réunit ce soir et de la saluer d'autant plus que pour avoir fait un tour rapide du salon, j'y ai trouvé déjà matière à réflexion et j'aurai peut-être l'occasion d'en parler. L'économie de la mer, d'abord, c'est quelque chose dont on mesure mal l'impact. D'abord, c'est 91 milliards de chiffre d'affaires, c'est 355 000 emplois. Quand on a dit ça, on mesure déjà ce que représente l'économie de la mer, l'économie marine, l'économie bleue. Alors, bien sûr, tout secteur confondu, mais quand même. Et donc, aujourd'hui, le fond, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'échanger là-dessus, c'est comment on peut concilier développement économique et préservation de cette formidable biodiversité que constituent les mers et les océans. C'est un enjeu majeur et je dirais qu'on est à la croisée des chemins. La conscience écologique, elle est maintenant partagée. Elle est forte. Ceci étant, on ne peut pas opposer cette conscience-là, nécessaire, absolue, pour préserver, voire remettre en œuvre, et le développement économique dans ce secteur qui est un secteur majeur. Donc, ces initiatives, comme celles que nous vivons ce soir, c'est permettre l'échange entre celles et ceux qui pensent l'économie, celles et ceux qui pensent la biodiversité et l'environnement, pour faire en sorte non seulement qu'ils se rencontrent, qu'ils croisent leurs études, leurs réflexions, pour faire ensemble. Et je crois que c'est ça l'avenir finalement de l'économie de la mer, de l'économie bleue demain. Alors le faire ici à Banyuls, ça a d'autant plus de sens que le laboratoire est là presque pour nous guider dans ces réflexions-là, mais aussi parce que ce lieu, et monsieur le maire l'a dit, c'est un lieu qui est devenu, grâce au laboratoire, un peu incontournable. Pour l'avoir rencontré, il me citait l'exemple de chercheurs venus récemment à Banyuls, Banyuls c'est dans le Gard, Banyuls, et qui lui disait... meilleur ici. Le vin est bien meilleur ici. Et qui lui disait, après avoir cherché un moment, que s'il ne s'installait pas ici à Banyuls, à proximité du laboratoire, alors il ne pourrait pas s'installer dans la région. Parce que ce lien était indispensable. Donc il y a un projet très fort à mettre en œuvre. Quel peut être alors le rôle de l'État, justement, sur des sujets comme celui-ci, d'aider à l'implantation d'entreprises, d'aider à l'implantation de projets? Quel peut être le rôle de l'État? D'abord, moi je crois que l'État tout seul, il ne le fera pas. Aujourd'hui, c'est l'État et l'ensemble des collectivités territoriales, et notamment le Conseil régional, mais Guy Esclopé pourra en parler, qui a la compétence économie dans les compétences décentralisées, et les collectivités, l'ensemble des collectivités, mais aussi l'ensemble des acteurs qui doivent travailler ensemble. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se mettre autour de la table et de voir ensemble comment on peut avancer, à la fois par des aides financières, des aides à l'investissement, des aides à l'innovation. Il y a la BPI, il y a un certain nombre d'aides aujourd'hui dans ce pays pour travailler sur l'innovation, mais pas seulement. Parce que moi, je refuse qu'on aborde toujours ces sujets seulement par le prisme des aides. Mais
il faut absolument qu'on l'aborde par le prisme de la complémentarité de ce que nous faisons ensemble. Un exemple, parce qu'on vient de le vivre. Nous sommes tous persuadés, et je viens de le voir à travers trois exemples, qu'il faut récupérer, recycler les plastiques. Sauf qu'on a un peu l'impression, et j'espère que les personnes ne le prendront pas mal, parce que c'est pas le but, on a un peu l'impression que chacun le fait en silo, dans son coin, à partir d'un projet, particulièrement intéressant d'ailleurs. Mais est-ce que notre rôle à nous, État, collectivité, on en parlait tous les deux, c'est pas de créer le cluster qui va faire en sorte que ces personnes se parlent, se regroupent, fassent ensemble, pour que ces projets-là prennent de l'ampleur et une véritable dimension, à la fois sur le côté, bien entendu, biodiversité, préservation, mais aussi développement économique. Les idées sont là. On en a. Et c'est comment est-ce qu'on les met ensemble au service d'une même cause et d'une même volonté. Et là, moi, je crois que le rôle de l'État, c'est d'être acteur de cette réflexion et de cette synergie, de cette mise en synergie des acteurs. Guy Slopé, en tant que conseiller régional, justement, là aussi, la région, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle met en place pour développer une économie bleue, différente, nouvelle aussi? Oui, bonsoir à toutes et à tous et félicitations pour cette organisation ce soir. Et une première, sur Banyuls. Et monsieur le maire, merci de nous recevoir chez toi ici. Oui, la Méditerranée pour la région Occitanie, c'est une chance. Et on l'a prise à bras le corps. Dès que nous avons été élus, Carole Delga a souhaité que toutes les structures qui avaient été mises sur la première partie de la région, enfin qui était le Languedoc-Roussillon avant, la fusion entre les deux régions avec Midi-Pyrénées, et de pérenniser un certain nombre de structures et même d'aller au-delà. On est la seule région actuellement, sur les 13 régions françaises, à avoir créé une direction de la mer spécifique, avec une directrice que vous connaissez pour beaucoup, Madame Chakarian, avec un président, un premier vice-président qui est en charge de cette grande partie du territoire, c'est Didier Codorniou, le maire de Gruissan, que vous connaissez pour beaucoup ici. Et cette direction de la mer, cette volonté de la mettre en place, ça a du sens, parce que à partir de là, on a élargi, par exemple, le Parlement de la mer. Le Parlement de la mer, c'est une opportunité de faire dialoguer tous les gens qui ont des intérêts sur la mer, mais c'est le sans-intérêt dans le meilleur sens du terme. On avait des difficultés, je vais prendre un exemple. J'y reviendrai tout à l'heure sur l'énergie et ce qu'on veut faire avec la mer, l'énergie. Très souvent, lorsqu'il y a des projets, ces projets peuvent paraître à certains utilisateurs du milieu marin des projets qui sont en concurrence ou qui peuvent perturber leur fonctionnement. Je pense aux pêcheurs, je pense aux gens qui sont sur le nautisme, les gens qui sont sur le tourisme, qui peuvent imaginer que lorsqu'on va leur mettre, et je prends le cas de l'éolien flottant parce que c'est un cas concret, ils peuvent imaginer que l'éolien flottant, ça va être des contraintes pour les pêcheurs avec les zones de protection. Et on s'est aperçu qu'au travers d'une structure comme le Parlement de la mer, où tout le monde travaille ensemble, tout le monde se parle, lorsqu'un projet arrive, ce projet il est soutenu, il est discuté avant, et il est soutenu ensuite et porté par tous. Moi j'étais excessivement pas surpris parce que j'ai apprécié beaucoup. Le jour où nous avons voté à l'unanimité au Parc naturel marin, qui est une structure qui est à côté de nous, bien sûr, qui est une structure d'État, lorsqu'il y a eu unanimité, et ce Parc naturel marin regroupe tous les utilisateurs, les plongeurs, je le disais tout à l'heure, les chercheurs, Vincent en fait partie, tu étais là, et Vincent, tu étais là, tu peux témoigner, il y a eu unanimité, après une grande discussion et des échanges qui n'étaient pas faciles parfois. Beaucoup de personnes étaient réticentes. Eh bien, ce Parlement de la mer, ce parc marin, toutes ces structures qu'on arrive à faire dialoguer, et la région y apporte très franchement son soutien, pas simplement financier, on y tient beaucoup, et ce Parlement de la mer a permis de dire, ben voilà, oui, les éoliens, c'est une possibilité, éolien flottant, c'est une possibilité demain d'avoir des énergies nouvelles, renouvelables, grâce à la mer. On a la mer, on a le soleil, on a le vent, je crois qu'on a tout pour réussir ce genre de choses. C'est un exemple, mais ce que je voudrais dire, voilà ce que nous voulons au niveau de la mer, c'est que tous les acteurs soient ensemble et que nous travaillons, nous, quand je parle du parc, c'est l'État. Quand je parle du Parlement de la mer, c'est la région. Le département est associé. Les universités sont associées. Perpignan, Montpellier, qui travaillent sur la mer. Le laboratoire Arago, bien sûr, qui fait un travail remarquable ici, et tout le monde le sait. Donc, pour nous, c'est important, et c'est en tout cas comme ça qu'on voit la mer. Alors, ensuite, on y développe un certain nombre de choses. Pour nous,
on participe, et c'est notre rôle. La loi est comme ça, et je crois que chacun doit effectivement prendre sa part, et on ne laissera pas la part aux autres. Et vous savez que c'est pas dans la mentalité de la présidente de laisser les choses. Au contraire, elle s'en saisit, et on y va. On a un travail énorme actuellement qui est fait sur l'économie bleue, parce que cette mer, elle mérite aussi d'être protégée. Elle est peut-être la plus sensible de toutes les mers au changement climatique. C'est peut-être une de celles, alors je parle sous le contrôle des spécialistes, là, je ne me hasarderai pas à dire des propos qu'ils ne partagent pas, mais je crois que c'est la vérité. Elle est plus sensible que les autres parce qu'elle a une taille plus petite, parce qu'elle réagit peut-être plus vite, et les dégâts sont parfois beaucoup plus irréversibles que sur des grands océans que l'on retrouve, bien qu'il faut protéger l'ensemble. Eh bien, sur cette Méditerranée, nous avons travaillé et nous engageons, nous, un travail énorme sur cette protection. Alors, un exemple. Nous avons lancé depuis très peu de temps. On s'aperçoit que les croisières en mer, ça pose quelques problèmes. Eh bien, c'est un travail qu'on est en train de mener pour dire comment on peut faire cohabiter ces croisières qui ont un aspect économique important, parce que si on arrive à avoir du tourisme ici, par les croisières, sur 7 en particulier, puis Marseille, mais ça c'est pas notre région, mais on va les inciter parce qu'ils sont déjà venus nous approcher. Comment on va faire des ports propres? Comment on va faire pour que quand un paquebot arrive avec des clients, il arrête ses machins pleins de pétrole et ses rejets toxiques? Bien, on est en train de travailler sur l'équipement des ports. Comment on peut faire des choses avec l'équipement des ports? On le fait aussi sur les avions, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Hein. Donc, on essaie de travailler sur cette protection importante. Sur les emplois, il y a 44 000 emplois ici sur la région Occitanie liés à l'économie bleue. On a 8 millions de chiffres d'affaires. C'est des choses importantes. Mais il faut en même temps que, par exemple, on ait un tourisme durable. Tourisme durable, le mot durable est à la mode, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on accueille des populations ici, mais qu'on respecte l'environnement. Et pour cela, on aide les collectivités locales lorsqu'elles s'équipent, lorsqu'elles font des équipements qui vont dans ce sens-là. Donc c'est un travail pour nous très important. On a, par exemple, une autre action importante avec les pêcheurs. On les aide sur l'économie bleue, ça aussi, il y a beaucoup de pêcheurs. Ils font un travail remarquable et il faut les aider parce qu'ils sont en grosse difficulté. Et puis, on ne sait pas trop ce qui va se passer post-2020 pour l'Europe, les aides FEAMP, ce qu'elles vont devenir, comment elles vont aller. Donc, on essaie de protéger tout ça, mais on travaille avec les pêcheurs. Et Bernard, qui est le patron des pêches, Bernard Pérez, qui est le patron des pêches, est très proche de nous et on travaille ensemble. Au début, Bernard Pérez s'est dit, oula, qu'est-ce qu'ils vont faire, la région, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit lui-même l'autre jour à une réunion qu'on avait à Le4, je crois. Il a dit, je suis arrivé, moi vous avez voulu m'intégrer, je dis, mais c'est pas possible, je me sens pas à ma place. Et au final, ce dialogue qu'on a eu avec lui, les aides qu'on a pu lui apporter, parce que c'est notre rôle, ont démontré que, eh bien, tout était possible. Et donc, on l'a fait avec les pêcheurs, on les aide, on les soutient. Et par exemple, on les a amenés sur le stand des pêches à Paris, où il y avait, quand on est arrivé là-bas, on nous a dit, mais c'est quoi l'Occitanie, là? C'est la pêche? Oui, la pêche, oui. Ils ont été surpris. Et on était, au même titre que les grandes régions de l'océan Atlantique ou de la Manche et autres, on était représentés. Donc, voilà, cette action pour nous est importante. On travaille aussi sur le nautisme. On développe, encore une fois, en respectant l'environnement. On est en train de travailler et de préserver l'emploi sur le nautisme. On a à Canet, par exemple, un très bel exemple de fonctionnement du nautisme qui amène une activité très importante. L'Ifremer que l'on soutient, puisque vous savez que le président de l'Ifremer, c'est monsieur André Lubrano, qui est conseiller régional, et c'est un sujet important. On met à disposition, parce que on sait très bien que le changement du climat joue énormément sur tous ces produits, la conchyliculture en particulier et autres. Et donc là, on est avec eux, on les accompagne parce qu'on sent bien que c'est une économie fragile, ils ont de grosses difficultés. Eh bien, la région investit là-dessus avec eux, investit pour les aider, par exemple, à mettre les bassins un petit peu différemment pour pouvoir leur permettre de régler autrement les hauteurs de bassins, etc. Donc, on travaille avec eux. Donc, voilà un peu notre rôle, ce que nous voulons faire, ce que fait la région sur tout ce bassin, ce littoral, puisqu'on est la première région méditerranéenne en France, c'est la première. Et donc, on s'est investi et on investit beaucoup avec nos partenaires. On ne le fait pas seul. Monsieur le sous-préfet l'a dit tout à l'heure et je tiens à le faire remarquer. Seul, on n'y arrivera pas. On accompagnera. Aujourd'hui, ici, vous avez un stand en particulier de l'agence d'entreprise ADOC. C'est une agence qui est là pour vous aider, pour aider tous les partenaires. Vous êtes un certain nombre d'entreprises ici à travailler sur la mer. Des questions, on a commencé à faire le tour, on le finira tout à l'heure parce que les 2 ou 3 premiers stands qu'on a vus étaient très intéressants. Mais je crois on peut vous aider. On ne fera pas à votre place, ça c'est clair. C'est comme je pense l'État, on ne fait pas à votre place. On va vous accompagner. Et pour vous accompagner, on a mis des structures. Alors ces structures ne sont pas que pour la mer, bien sûr. Mais vous avez une agence qui est située ici,
à Perpignan, à la maison de la région, vous avez des interlocuteurs qui travaillent avec les intercommunalités. Il est à côté de moi, Lionel, merci d'être là. Et Marie qui s'occupe des entreprises, qui sera à vos côtés, entreprises, lorsque vous avez envie de travailler. On travaille sur la formation. Vous savez que les lycées de la mer, il y a celui de Canet, mais il y a aussi d'autres lycées sur 7 et puis sur Montpellier. Donc là aussi, on est prêt à former sur tous les métiers de la mer. On va développer la plongée beaucoup plus fortement que ce qu'elle est aujourd'hui parce que c'est une richesse aussi, mais en maîtrisant, et lorsque on travaille ensemble, on maîtrisera ce qu'on fait avec la plongée, parce qu'il ne faut pas non plus que ça dérape et que ça parte dans tous les sens. Il faut surtout qu'il y ait un développement qui soit bien durable et qui protège tout cela. Donc, on s'investira sur les formations, on s'investit sur ces métiers de la pêche qui sont très importants. Voilà un petit peu notre rôle aujourd'hui. On accompagne, on est à vos côtés, et pour nous, c'est très important parce que c'est une très très belle économie, et puis il faut la protéger. Une dernière chose sur la mer, ce n'est pas le sujet ici, mais c'est le sujet de tous les jours. C'est un marqueur politique pour notre région, et vous le savez, la présidente Carole Delga s'est engagée à soutenir les migrants lorsque ceux-ci sont en difficulté. La Méditerranée, puisque c'est ça qu'on parle, ça ne va pas être une mer où on meurt, ça va être une mer qui donne l'avenir, qui ouvre des perspectives. Et c'est pour ça qu'on a mis un budget de 1 million d'euros à disposition de toutes les collectivités locales qui un jour décideront, puisque ça c'est l'État qui décide de ce qu'on peut faire ou pas, mais d'accueillir ces gens qui sont à la dérive totale, puisque n'oublions pas quand même que ces migrants, il n'y a pas si longtemps, on en a eu pas très loin ici, c'était la retirade. Donc nous, au niveau de la région, on a souhaité dire que cette Méditerranée, ce n'était pas un lieu où on devait mourir, que c'était inacceptable. Et donc ça, c'est une volonté qu'on a prise. Donc je terminerai sur ça, même si ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais c'est important de parler de cela lorsqu'on parle de la Méditerranée. Merci. Vincent Laudet, vous êtes le local de l'étape. Pour vous, le directeur du laboratoire Arago, c'est quoi l'économie bleue et qu'est-ce qu'on fait, comment on développe ça avec de plus en plus de respect? Alors, d'abord, je dirais c'est deux choses l'économie bleue. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Alors, je vais commencer par l'aspect un peu trivial, mais il est quand même important. C'est une opportunité pour que les étudiants, stagiaires postdoctoraux, etc. du laboratoire, le nôtre, mais d'autres aussi, trouvent du travail. Parce que c'est pas tout ça, mais quand on est dans un laboratoire, on y passe souvent un peu de temps, mais on n'a pas forcément un poste de fonctionnaire public ou de professeur d'université. Et donc, évidemment, créer de la richesse, c'est créer des jobs. Et créer des jobs pour des jeunes chercheurs, c'est quand même quelque chose de très très positif. Premier point. Deuxième point, c'est une formidable opportunité, et comme l'a dit Guy et monsieur le sous-préfet avant, c'est une formidable opportunité pour préserver le milieu marin. C'est-à-dire qu'on ne préservera la Méditerranée que si les entreprises se saisissent de cette question, et se saisissent comme elles savent le faire, c'est leur job, en faisant de la richesse. Et l'exemple de Plastic at Sea au laboratoire, il est juste parfait là-dessus, puisque au départ, c'est une démarche de protection de l'océan contre la prolifération des plastiques en mer, et que cette fonction-là va être tenue par la société. Il y a des développements très intéressants là-dessus, et dans le même temps, c'est une création de richesse. C'est des emplois à Banyuls et une petite société qui se crée. Vous êtes combien? 4? 3? Bon, ils vont se développer. Bientôt 4. Bientôt 5. C'est 5 familles à Banyuls, des enfants. Monsieur le maire est content. Et moi, je veux que Jean-Michel soit content. Donc, Donc, c'est vraiment une opportunité extrêmement intéressante. Et il y a un autre message vraiment important qu'il faut dire et redire, qui est que l'économie bleue, elle n'est possible que s'il y a de la recherche au-dessus. Au-dessus, pas en qualité, mais simplement, si on veut faire des innovations, il faut des gens qui innovent. Et les gens qui innovent, c'est des gens qui sont dans les laboratoires et qui font de la recherche de pure connaissance. Un exemple, j'ai une formule que j'utilise souvent pour expliciter ça, c'est ça n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé le laser. Donc personne ne peut et je sais bien que souvent au niveau gouvernemental ils aimeraient bien, mais on ne peut pas prédire là où vont arriver les découvertes et ce qui va créer de la richesse. Un exemple que je cite tout le temps, c'est la PCR, la photocopieuse à ADN, qui est utilisée pour, par exemple, détecter si vous avez tel ou tel virus dans votre sang.
Ça a été développé, ça a été rendu possible par des gens qui étudiaient les bactéries des fumeurs noirs océaniques, donc des sources chaudes qui balancent de l'eau à 105, 110 degrés dans le sol de l'océan très profondément. Alors il y a pas des gens qui se sont dit tiens je vais développer la photocopieuse à l'ADN en allant chercher ça, pas du tout. Au départ il y a des chercheurs qui se disent mais il y a des bactéries qui vivent dans ces sources chaudes à 105 degrés, comment la vie résiste-t-elle à 105 degrés? Et puis ils font 10 ans de recherche et ils comprennent comment ça marche. Et il y a un autre gars qui se dit ah mais ça je peux peut-être l'utiliser pour faire quelque chose d'innovant. Et c'est une découverte qui est dans notre quotidien tout le temps. Voilà, il n'y a pas un jour quelqu'un qui a dit tiens vous allez découvrir ça et trouver ça. Donc il faut de la recherche fondamentale de haut niveau qu'on finance et qu'on juge simplement parce qu'elle est bonne, sans direction, parce qu'on ne peut pas le prévoir. Quand je suis arrivé au laboratoire il y a 5 ans, ni moi, ni Jean-François, ni Léla ne pouvaient prévoir qu'ils allaient repérer que dans les petits plastiques qu'ils trouvaient en mer, il y avait des trous, que ces trous ils étaient faits par des bactéries, et que du coup, on pouvait peut-être utiliser ça pour mettre en place des plastiques qui se dégraderaient plus vite. Voilà, la recherche fondamentale, c'est imprédictible. Et donc, il faut le financer parce que c'est bon, donc se mettre des critères de qualité très très forts, et puis se dire bah ça va marcher. Et oui, si on fait ça, ça marche toujours. Alors en France, on a du mal à faire ça parce qu'on aime bien être jacobin et se dire on va contrôler et vous allez voir, nous on va savoir mieux que les autres, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Faut accepter de le faire fonctionner comme ça. Et ça fonctionne, puisqu'il y a une étude faite par un cabinet indépendant qui montre que quand on met 1 euro d'argent public ou privé d'ailleurs, 1 euro d'argent dans une université française ou européenne, ça génère 4 euros de valeur ajoutée, de richesse sur le territoire là autour. Et un emploi, c'est de mémoire 3,2 emplois induits. Donc c'est une stratégie qui fonctionne pour l'aménagement du territoire, qui fonctionne pour donner du job à nos jeunes, et quand même c'est rudement bien, et qui fonctionne pour protéger l'environnement. Donc oui, l'économie bleue, c'est une chance, et c'est une chance pour Banyuls. Alors, message clair et simple, mais sur la Côte Vermeille... Pourquoi Banyuls? Ouais, parce qu'il y a le laboratoire Arago. Honnêtement, franchement, on est là depuis 1882, et sur la Côte Vermeille, on est la seule structure de recherche forte autour de ce domaine-là. Donc si on veut faire de l'économie bleue sur la Côte Vermeille, honnêtement, c'est à Banyuls que ça doit se passer, c'est pas ailleurs. Ailleurs, il peut se passer plein de choses très importantes, très intéressantes. Je sais pas, moi, la viticulture, le nautisme, etc. Mais à Banyuls, les biotech, la biologie marine, l'océanographie, voilà, c'est là, ça se passe, et ça se passe parce que le créateur du laboratoire, en 1882, a mis le laboratoire ici. Voilà. C'est une chance, effectivement. Jean-Michel dit souvent, et c'est une formule que j'aime bien, il dit souvent des vignes, tout le monde en a. Des plages, tout le monde en a. Du vin, tout le monde en a. Des vieilles pierres aussi. Mais moi, il y a un truc que j'ai que personne n'a, c'est le laboratoire Arago. Bah, j'aime beaucoup quand il dit ça. Merci. Laurent James, pareil, hein, pour vous, c'est quoi cette économie bleue et qu'est-ce qu'il faut faire là, rapidement, à la fois pour la développer, mais surtout pour la développer de façon durable? Oui, alors je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question, parce que je crois qu'on y a déjà beaucoup répondu, mais je vais rebondir sur ce que disait Vincent, peut-être pour insister sur le fait que effectivement l'économie, énormément de développement économique ou à potentiel de valorisation économique trouvent leur source dans la recherche. Et moi, je voulais justement vous témoigner en fait d'abord de l'implication très forte du CNRS sur les enjeux liés à la mer et à l'océan. Évidemment, parce que l'océan et la mer sont des éléments clés du système climatique. Donc, il y a énormément de travaux autour de l'observation de l'océan pour comprendre ça. Bon, cela dit, c'est pas ça qui forcément génère une économie. Alors, pour aller un petit peu plus loin, le CNRS a lancé très récemment une task force, qui est une task force inter-instituts, donc elle concerne la totalité des instituts du CNRS qui ont quelque chose à dire sur l'océan, c'est la task force océan. Et elle a dégagé trois axes thématiques, et c'est de ça dont je voudrais parler, parce que quelque part, c'est ces axes-là qui ont un potentiel de développement économique, quelque part. Alors le premier axe, évidemment, c'est l'exploitation durable des ressources de l'océan.
Et alors les ressources de l'océan, ce sont évidemment des ressources énergétiques, des ressources halieutiques. Enfin, il y en a de nombreuses. Il y a très probablement énormément de ressources qu'on ne connaît pas encore et qu'on pourra exploiter un jour. Alors, j'insiste bien sur le fait que ça doit être une exploitation durable. Donc il faut évidemment réconcilier les 3 piliers du développement durable, l'aspect social, économique et environnemental quand on se lance dans ce genre de choses pour ne pas justement impacter négativement l'océan. Donc bon, vous parliez de l'éolien flottant en fait en l'occurrence. Alors moi je trouve que la France a un énorme potentiel d'éolien offshore et je regrette qu'on soit un petit peu à la traîne. Donc j'espère que vos projets trouveront un aboutissement rapide parce qu'effectivement c'est une source d'énergie renouvelable absolument fantastique. J'en profite pour dire que ces projets-là doivent s'ancrer. Enfin, ils ont une meilleure chance d'aboutir quand ils s'ancrent dans des projets territoriaux. Et ça, c'est absolument essentiel. Et je rebondis aussi sur ce que vous disiez. Il est essentiel aussi d'impliquer toutes les parties prenantes, comme le Parlement de la mer, dans la définition de ces projets territoriaux associés à la transition écologique des territoires. Voilà. Bon, alors le deuxième axe maintenant. Le deuxième axe, pour moi, c'est un axe de contrôle de l'impact en fait de nos activités sur cet objet qu'est l'océan. Pour le préserver. En gros, l'enjeu, c'est la santé de l'océan. Parce qu'évidemment, si on n'assure pas ce maintien d'un océan en bonne santé, on va pénaliser effectivement où on va pénaliser son exploitation. Et là, on parlait effectivement de croisières ou de choses comme ça. Alors la mobilité bateau fait énormément de progrès. Alors il y a maintenant la mobilité GNL. Demain, on peut penser à des bateaux propulsés à l'hydrogène. Il y en a déjà un certain nombre de projets de bateaux à hydrogène en France à l'heure actuelle, avec même un projet de bateau de pêche à Cherbourg, si je ne me trompe pas. Donc il y a énormément de potentiel de ce côté-là. Et le troisième axe, alors qui est un axe peut-être auquel on pense moins, je dirais, c'est un axe lié à la transformation digitale. Moi, je suis convaincu que, et c'est ce que font les chercheurs, ils établissent des modèles à partir de nombreuses propriétés qu'ils vont mesurer à travers le globe, des propriétés de l'océan, et donc ils construisent des modèles dynamiques, numériques, dynamiques de cet océan et de son fonctionnement. Alors, pas uniquement évidemment pour prédire l'évolution du climat, mais aussi pour mieux le gérer. Et là, je crois que dans l'économie du numérique, il y a énormément à aller chercher. Merci. On peut l'applaudir. Alexandre Bosco-Oliva, donc vous êtes vous le commissaire général du Monde Nouveau, ça fait un peu parti communiste, commissaire général. C'est quoi le Monde Nouveau et surtout quelle est un peu l'interaction avec ce salon ici, Blue Economy? Bonsoir à tous. C'est vrai que commissaire général, c'est un peu. Moi, je suis content. Au moins, c'est un job que la plupart des gens n'ont pas. Donc, je trouve que c'est toujours amusant. Non, simplement, moi, je trouve en vous écoutant que le rôle qu'on doit tous avoir, c'est aussi de parler au grand public. On parle aux professionnels, on parle aux gens qui sont tous convaincus par la nécessité de travailler l'économie bleue. L'idée du groupe de presse que je représente, qui est le groupe La Dépêche, qui notamment possède l'Indépendant, c'est dire il faut parler aussi au grand public. C'est-à-dire qu'il faut que le grand public comprenne aujourd'hui les enjeux, même si de plus en plus de gens sont conscients et convaincus. Il faut parler au grand public, il faut montrer à la fois la richesse, la diversité et la nécessité de protéger l'écosystème méditerranéen, mais l'eau dans les océans et l'eau dans sa ressource globale. Et l'idée qu'on a, nous, c'est d'arriver à créer des événements où, à la fois, je peux avoir des scientifiques qui viennent parler au grand public et qui viennent expliquer ce que c'est aujourd'hui que le travail d'un laboratoire de recherche. Et on a besoin aussi que les scientifiques soient audibles pour le grand public, parce que je trouve que les choses sont de plus en plus simplifiées à l'extrême, et je trouve qu'on a besoin de montrer un peu la complexité de tout ça, montrer les exemples de préservation, montrer les initiatives, montrer qu'il y a tout un tas d'associations qui travaillent à la fois sur les questions
d'environnement, la mer, mais pas que, ça peut être la forêt, ça peut être les insectes. Il faut qu'on arrive à montrer tout ça, et il faut que les gens repartent chez eux avec des moyens de passer à l'action. Pas uniquement avoir quelques informations, mais aussi passer à l'action. Donc nous, on a créé un festival qui a eu en 2019 un assez beau succès à Perpignan. On veut que ça se passe à Perpignan, ça s'appelle le Monde Nouveau. On revient à Perpignan en mars 2020. C'est grand public, c'est gratuit. Il faut que les gens puissent en 4 jours se dire tiens, j'ai écouté des scientifiques, j'ai vu des gens inspirants, j'ai vu des associations qui ont montré des gens intéressants. Je comprends ce que c'est que l'économie circulaire. Je comprends aujourd'hui que ce que j'achète, si j'y prends pas garde, va se retrouver au fond de la mer. Il faut qu'ils comprennent tout ça et qu'ils passent à l'action. Effectivement, l'État a son rôle à jouer, les collectivités ont leur rôle à jouer, les entreprises ont leur rôle à jouer, mais le citoyen aussi. On ne fera pas, je pense, le changement qui doit s'opérer uniquement avec les 4-5% d'idéologues ou de gens qui sont parfaitement convaincus. Il faut parler au grand public. Il faut parler aux gens qui, demain, ont besoin de comprendre ce que c'est que protéger cet écosystème. Donc, voilà, notre ambition, nous, groupe de presse, c'est de dire je fais un événement. Cet événement, il doit apporter à la fois du sens, être exigeant en matière de ligne éditoriale, la qualité des scientifiques, des débats qu'on va proposer, mais aussi des choses très simples. Et il faut que les gens reviennent chez eux en disant j'ai appris des choses et demain je les mets en application. Moi, l'économie bleue, c'est aussi faire en sorte que le citoyen intègre tout ça, se mette à mieux protéger, à prendre conscience et à mieux protéger cet environnement. Je voudrais faire un dernier tour avant de libérer tout le monde sur une action, une initiative, une mesure qu'il faudrait prendre. Selon vous, monsieur le préfet, on va commencer par vous. Quelque chose qui pour vous paraît essentiel pour justement développer économie et durable pour la mer. Juste avant, un mot que j'aurais dû d'ailleurs dire dans ma première intervention. La mer, c'est aussi un espace dangereux. Et je voudrais avoir ce soir juste une pensée pour les sauveteurs en mer. Je ne l'ai pas eu au départ, je m'en excuse parce que voilà, ils ont payé un lourd tribut à l'action qu'ils mènent et je crois qu'il faut qu'on leur en soit profondément reconnaissant. Alors une action, c'est peut-être difficile, mais je crois beaucoup, et je rejoins tout à fait le directeur du laboratoire, dans l'investissement dans la recherche. Je crois qu'aujourd'hui, notre pays doit prendre conscience que c'est en investissant fortement dans la recherche fondamentale, que nous allons découvrir et faire en sorte que demain, de nouveaux développements se fassent dans ces domaines-là. Je crois que notre pays a peut-être pas eu suffisamment cette culture. Le président de la République, quand il est venu à Montpellier pour les Assises de la mer le 3 et 4 décembre, a annoncé des mesures dans ce sens-là. Mais je crois qu'il faut y aller, quoi. Il faut y aller très fortement. C'est eux qui nous guident. C'est quand même eux qui nous guident. Et l'exemple qu'a donné tout à l'heure le directeur, moi, me paraît particulièrement fort. Voilà. On découvre des choses, mais on les découvre aussi au fil de l'eau. Il faut du temps. Et, parce que c'est le nerf de la guerre, il faut de l'argent. Et donc, il faut investir là-dedans. Et puis, dernière chose quand même, parce que ce qu'a dit le dernier intervenant, moi, me touche profondément. Effectivement, les citoyens aujourd'hui veulent prendre toute leur part. On le voit dans des tas de domaines. Donc, on ne peut pas oublier que eux aussi doivent être les acteurs, et peut-être les acteurs premiers dans leur comportement au quotidien. Et l'action que vous menez, c'est aussi une des actions prioritaires à faire en sorte pour qu'on partage. Parce qu'effectivement, souvent, on se retrouve entre cercle d'initiés ou cercle de convaincus. Mais c'est bien. Encore faut-il que ces convictions qui sont profondément ancrées en nous, nous sachions les partager. Et je partage tout à fait ce que vous avez dit. Guy Esclopé, pareil. Une action, une initiative, quelque chose de concret à réaliser vite, très vite même, j'allais dire. Je plains le dernier qui aura plus rien à dire. Je plaisante. Moi, je pense que ce qu'il faut dans ce domaine de l'économie bleue et durable, poursuivre les actions qu'on a menées. On a commencé à mettre les premières pierres en place. Elles ont sûrement des insuffisances, mais se parler tous et être capable de défendre les mêmes objectifs, c'est-à-dire on est tous d'accord qu'aujourd'hui, personne ne remet en cause une minute que le climat nous pose des problèmes. Et que cette évolution, la Méditerranée, je l'ai dit tout à l'heure, est une des premières concernées. Et donc il faut qu'on poursuive avec, autour de la table, tous ces gens qu'on a commencé à mettre en place.
je parlais du Parlement de la mer, mais de toutes les structures, pour que chacun s'approprie ces problèmes-là et pour qu'on les gère ensemble et qu'on les traite ensemble. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, on en parlait avec monsieur le sous-préfet, on a des gens ici qui sont en train de nous dire mais il faut se préoccuper de tout ça. Eh bien, je crois que les collectivités locales, et je prends la casquette donc, bien sûr de la conseil régional, eh bien, il faut qu'on arrive à organiser tout cela. C'est notre rôle. L'organiser avec des moyens qu'on met derrière. C'est la recherche, c'est l'aide aux gens qui sont en difficulté quand on va prendre quelques mesures, comme peut-être parfois les contingences en matière de prélèvement de ressources, etc. Donc, c'est notre rôle d'accompagner tout ça. Mais je crois qu'une des priorités pour moi, c'est de travailler ensemble, et c'est pas galvaudé de dire ça. Souvent, c'est un mot qui revient, mais il faut qu'on s'approprie tous ensemble. Et quand on réunit autour de table tous ces interlocuteurs, tous ces gens qui ont le même intérêt, et qu'on leur dit attention, il faut qu'on se respecte les uns les autres et qu'on s'écoute, je crois qu'on gagne si on fait ça. Et c'est lorsqu'on y arrive, lorsque chacun veut travailler de son côté parce qu'il a un intérêt particulier à un moment donné, parce qu'économiquement, il n'y arrive pas, c'est à nous de venir lui dire non, on va t'aider économiquement à passer ce cap qui est difficile, parce que la contrainte qu'on a mise, elle est un peu compliquée pour toi, bien on va venir t'aider, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour toi, mais c'est dans ton intérêt. Moi j'entends beaucoup de pêcheurs nous dire mais vous avez bien fait de nous limiter dans la production, dans le prélèvement de la ressource. Et c'est les premiers aujourd'hui à en bénéficier. Et je crois que ça éclaire beaucoup. Donc pour moi, c'est une des priorités. Et la deuxième, je reprendrai ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur le sous-préfet a repris. On est 200 personnes ici ce soir, mais il faut parler de tout cela. Il faut l'expliquer et en parler simplement. C'est expliquer à des jeunes, mais pas que des jeunes, des adultes, parce qu'on est tous concernés, bien que le plastique, il faut l'abandonner. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui font un travail remarquable et qui nous montrent les dégâts que ça peut causer. Et donc, mais ça, il faut le dire simplement. Et le dire simplement, dès que on aura été capable de simplicité, de vulgarisation dans tout cela, et je pense que les chercheurs font cet effort. Moi, Vincent, je salue le travail que tu fais sur une radio périphérique qui fait un très bon boulot, mais c'est important ce que tu fais. France Bleu Roussillon, on peut le dire. Hein. Voilà. France Bleu Roussillon, vous savez, Vincent est une des vedettes de l'antenne de France Bleu Roussillon régulièrement. Mais non, c'est vrai Vincent, non, mais c'est important ce que tu fais. Quand tu expliques simplement, et c'est ça tout le talent que tu peux avoir, tu expliques simplement pourquoi aujourd'hui il faut protéger la mer. Je crois qu'il y a des milliers d'auditeurs qui l'entendent et je suis sûr qu'il y a derrière des réactions qui se font. Et je crois que c'est ce travail-là qu'il faut qu'on fasse. Je cite Vincent, je suis désolé pour ta modestie, mais parce que c'est la vérité. Mais je crois que c'est un travail. Vous les journalistes, Thierry, dans ton journal, je sais que vous le faites. Le groupe La Dépêche, je sais que vous le faites, puisque quand on organise ce séminaire que vous avez fait, Le Monde Nouveau, et je sais qu'au mois de mars, on va y revenir, et la région est partenaire à fond avec vous, c'est notre rôle de faire ça. C'est notre rôle de dire, venez écouter, on n'est pas là en train de vous raconter des choses, le monde va s'écrouler, parce qu'on était longtemps, un peu trop, dans une espèce d'écologie punitive, dans une écologie qui n'était pas comprise. Certes, parce que les événements ne le montraient pas. Aujourd'hui, c'est plus facile quand malheureusement on constate ce qu'on constate, mais je crois que ce besoin d'expliquer est important. Donc pour moi, les 2 points, c'est travailler ensemble avec tous les acteurs et ensuite expliquer à tous les utilisateurs, parce que c'est en fait les utilisateurs derrière. Quand on va dire à quelqu'un, tu sais, la croisière que tu fais là-bas, peut-être que tu pourrais t'en passer ou la faire autrement. Et quand tu vas choisir peut-être le navire que tu vas choisir, ne te trompe pas. Ne prends pas des choses qui aujourd'hui polluent. Essaye de travailler parce que nous, les partenaires, on va aider le financement des bateaux à propulsion hydrogène ou autre ou hybride. On va aider les ports à s'équiper pour que quand ils arrivent, ils n'aient pas tout ce problème de pollution. Mais choisissez ces champs-là. Et regardez ce qui s'est passé, par exemple, pour le choix de fabrication française. Les gens réagissent. Je pense qu'on a compris aujourd'hui que d'acheter des produits qui ont été développés sur notre territoire, ça contribue à beaucoup de choses. Et ça contribue aussi à une certaine garantie de qualité, mais pas seulement, de protection de l'environnement, etc. Donc, je crois que quand on sait parler, quand on sait expliquer, il y a des réactions derrière. Voilà ce que je voudrais dire, en tout cas dans ce que je sens pour l'avenir à préserver. Merci. Vincent, avec votre talent, que tout le monde Maintenant, j'ai peur. salue. Donnez-moi, vous, quelque chose de concret, une action concrète. Alors, je voudrais dire, même vous pouvez, oui. Je voudrais dire 3 choses, en fait. D'abord, je vais faire comme monsieur le sous-préfet. Il y a quand même quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure que j'aurais dû dire et que je veux quand même vraiment très très fortement dire publiquement. C'est un grand merci à Daniel Christian, qui est le responsable du développement économique du laboratoire. Et alors, quand je lui ai demandé il y a 5 ans maintenant, 4 ans et demi, 5 ans, de prendre la responsabilité du développement économique du laboratoire, je savais que je l'envoyais dans quelque chose qui était un peu compliqué. Je savais pas à quel point
C'est-à-dire que des mots comme, dans le monde universitaire français, hein, des mots comme client, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, développement économique, business plan, marché, oh, c'est pas des insultes, mais c'est quand même pas loin. Et mon prédécesseur Philippe Le Baron a beaucoup souffert, parce qu'il a été, faut quand même le dire, très très fortement, il a été moteur là-dedans, il a fait venir Pierre Fabre au laboratoire, enfin il a eu une vraie action. Il a vécu durement que c'est très difficile de secouer le monde universitaire et d'y faire arriver le monde économique. Et je veux vraiment rendre hommage à Daniel parce que tout le monde lui a pas rendu la vie facile. On peut pas dire que quand on a des idées très originales dans ce domaine-là, on accourt vers vous en disant « Oh, c'est formidable, on va vous aider ». Donc vraiment chapeau Daniel parce qu'il s'est jamais découragé. En tout cas, s'il s'est découragé, il l'a jamais montré et on est là aujourd'hui et c'est vraiment toi qui l'as porté. Donc vraiment merci et bravo. Bon. Ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'était que monsieur le sous-préfet m'a piqué mon idée. Bon, qui n'était pas très original, mais oui, bien sûr, il faut financer la recherche, et il faut financer la recherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais simplement parce qu'elle est bonne. C'est très très difficile pour les gens à comprendre, parce que les gens ne comprennent souvent pas ce que c'est que l'évaluation scientifique par les pairs. On dit toujours, c'est du conflit d'intérêts, vous travaillez entre vous. Non, l'évaluation scientifique par les pairs, ça fonctionne. Et ça permet de dire à quelqu'un avec qui on peut très bien s'entendre par ailleurs, non, là, tu te trompes, tu fais la mauvaise recherche, et donc, non, on va pas mettre nos billes là, on va plutôt les mettre là. Voilà. La troisième chose, c'est pas concret, mais c'est très très important. Et je pense qu'il faut mettre... et l'économie bleue, la recherche, finalement, ça permet bien de le faire. Faut mettre de la rationalité dans les prises de décision, et donc de l'humain dans les prises de décision. C'est tout bête, mais ça nous manque énormément. Et je pense que la recherche et moi souvent je dis comme chercheur, je me raccroche aux faits comme à une bouée, parce que c'est ça mon job, c'est de dire les choses telles que je les vois. Ensuite, il y a de l'interprétation, etc. Mais c'est très très important de s'appuyer déjà là-dessus. Et puis pour finir, je voudrais aussi remercier Guy d'avoir fait un petit mot sur les migrants. Je pense, j'ai été très frappé par un dialogue que j'ai eu il n'y a pas très longtemps avec l'évêque de Perpignan. Monseigneur Turini. Oui. À qui je disais, ouais, on n'entend pas beaucoup l'Église sur l'environnement. Et puis il me dit, mais pas du tout, le pape a fait une encyclique sur l'environnement. Il me l'a envoyé. Je vous avoue que scientifique rationnel comme je suis, j'avais jamais lu une encyclique du pape, je l'ai lu. Et c'est drôlement bien. Non, sérieusement, c'est drôlement bien. C'est extrêmement. Il dit des choses sur l'environnement qui sont exactement ce qu'on pourrait dire nous scientifiques, avec ses mots à lui, mais franchement le fond y est. Et il lit d'une façon très très intéressante la protection de l'environnement et la question des migrants, en disant que tout ça, ça part d'un constat commun qui est on a oublié l'humain et on a oublié qu'on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous tous. Moi, j'appelle ça l'écosystème. Lui, il appelle ça Dieu. Je sais pas. Je suis pas croyant. C'est pas mon point. Mais sur le fond, je pense que c'est très vrai de lier la question des migrants et la question de l'environnement. Et ben, franchement, il faut le lire. C'est bien. Merci. Laurent, j'ai pour l'instant le cabas est vide. Je n'ai pas récupéré une idée. Aidez-moi. Bon, moi je voudrais dire que par analogie et peut-être avec un autre domaine dont je m'occupe, qui est l'exploitation des ressources du sous-sol pour la transition écologique, aussi des territoires, je dirais que une des choses, enfin il y a deux choses qui me semblent clés. La première chose, c'est d'avoir une vision qui soit établie ensemble, qui soit discutée, qui soit partagée. Et quand je dis ensemble, c'est vraiment en incluant toutes les parties prenantes sur un territoire donné, mais territoire et aussi national. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, ça suffit pas évidemment, parce que derrière il faut des actions, il faut des projets, il faut un plan d'implémentation. Et très souvent ça pêche à ce niveau-là. Et là, je dirais que, en prenant ma casquette de responsable des relations industrielles et chargé de valorisation, il est souhaitable effectivement d'accompagner les chercheurs et les entrepreneurs dans l'innovation, dans leur
dans leur aventure d'entrepreneur, effectivement, parce que parfois, les chercheurs se muent en entrepreneurs. Alors, c'est pas forcément toujours une réussite, mais bon, parfois, ils savent aussi passer la main à de vrais entrepreneurs. Et là, je pense que les territoires ont aussi énormément à faire pour accueillir ces gens-là, hein, et faire en sorte qu'ils puissent se développer et qu'ils puissent implémenter leurs premiers projets, leurs premières actions. Ça, c'est essentiel. Donc, nous, au CNRS, effectivement, à travers par les actions de la direction générale de l'innovation, on essaie au maximum de favoriser ça, cette dissémination des bonnes idées et de l'innovation dans les territoires. Merci. Alexandre, à vous de conclure alors. Je suis le dernier rempart entre moi et rien. Et le buffet. Je suis le dernier rempart qui vous sépare du buffet, donc je vais faire court. Je pense moi, j'ai 3 sujets. Je suis un citoyen, je suis un père de famille et je suis un consommateur. Donc, en tant que citoyen, comment est-ce que je peux m'engager au-delà du travail que je peux faire dans une association, dans un collectif, dans quelque chose qui ça peut être ça peut être la mer, mais ça peut être aussi les forêts, ça peut être la biodiversité. Enfin, je veux dire, je suis pas sectaire sur ce point-là. Deuxièmement, je suis père de famille, j'ai 2 filles et c'est pas que je leur rétrocède le soin de s'occuper de la suite et moi je m'en occupe pas, mais c'est de leur montrer si on parle de la Méditerranée, c'est à la fois la beauté, la fragilité de tout ça et comment est-ce que je peux préserver tout ça. Et troisièmement, en tant que consommateur, c'est m'éclairer un maximum et faire un maximum de choix éclairés pour éviter que mes cotons-tiges, mes brosses à dents et je vous passe les détails se retrouvent dans la Méditerranée. Comment est-ce que j'achète mieux, je trie mieux, je fais plus attention aux choses. Je pense que ces 3 choses-là, c'est à la portée de tout le monde. Donc, je pense que voilà, ça c'est mes 3 solutions que je préconise. Merci. Je crois qu'on peut applaudir les 5 intervenants et les remercier d'avoir ouvert ainsi notre salon. Et puis, comme vous le disiez, on se retrouve, je crois, autour du verre, Daniel. Bon, merci à tous les intervenants. C'était effectivement très intéressant. La plupart des choses pourront être développées par les exposants. C'est d'abord eux qui seront présents. Il y a aussi des mini-panels de demain qui traiteront également de ces aspects-là. Donc, c'est tout à fait en phase. Et puis, donc, effectivement, on vous invite tout d'abord, je voudrais remercier Vincent de son soutien, parce que si on est là aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a soutenu, donc je le remercie. Et donc, effectivement, il y a la mairie de Banyuls qui nous offre un cocktail, sans oublier que vous aurez l'occasion donc de pouvoir goûter et déguster du Banyuls. On est à Banyuls, on est un peu militant. Et donc, de remercier la cave de l'Étoile qui nous offre le vin ce soir. Voilà. Merci et bon cocktail.